Je m'appelle Margaret. J'ai 78 ans et je vis dans une petite ville tranquille de Belgique. Je n'aurais jamais imaginé confier cela à qui que ce soit. Mais le silence a son lot de souffrances, et la mienne me ronge depuis trop longtemps. Permettez-moi donc de commencer par cette soirée qui a tout changé, avec une cuillère et une odeur que je n'oublierai jamais. C'était un jeudi soir. Le ciel était sombre et menaçant, gris avec des reflets violets. J'étais assise au bout d'une longue table à manger brillante qui ne me semblait pas être la mienne. Les couverts étaient trop bien rangés, les chaises trop dures, et le silence pesant. Mon fils Robert était encore à son bureau. Seule Sandra, sa femme, et moi étions à la maison. Et puis il y avait Max, leur cocker spaniel, qui semblait avoir plus de liberté ici que moi. Sandra posa devant moi un petit bol blanc, le genre de bol qu'on utilise pour la soupe ou le dessert. C'était chaud, un ragoût épais et brun avec des bulles qui se formaient à la surface comme de la boue en ébullition. Elle ne m'a pas dit ce que c'était. Elle n'en avait pas besoin. J'ai pris la cuillère lentement, avec précaution, et l'ai portée à ma bouche. J'ai mangé des repas bon marché toute ma vie. Je connais le goût de la viande de mauvaise qualité, des haricots en conserve et du riz trop cuit. Je sais ce que c'est que de manquer de quelque chose. Mais ça avait une odeur qui n'avait rien à faire dans une cuisine. C'était sucré et métallique, âcre sur ma langue. J'ai gardé la cuillère dans ma bouche une seconde avant de la reposer doucement. De la nourriture pour chien, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour elle. Sandra s'est retournée depuis l'évier, un torchon à la main, et a laissé échapper un rire bref et cruel, de ceux qui blessent. Tu es perspicace, n'est-ce pas, maman Margaret? A-t-elle dit d'une voix douce comme du faux sucre. Tu es trop sensible, maman. C'est pareil. Puis elle a prononcé les mots. Ceux qui allaient se graver dans ma mémoire comme une cicatrice sur la pierre. Maman vit à nos crochets, alors manger la même chose que Max, c'est pareil. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas réagi. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai juste baissé les yeux sur mon bol. Puis j'ai jeté un coup d'œil à celui de Max, de l'autre côté de la table, en forme d'os, à moitié plein de la même pâte brune. Sandra ne s'asseyait jamais à table avec moi. Jamais. Elle disait toujours qu'elle avait déjà mangé, ou qu'elle faisait une sorte de cure de désintoxication. Mais j'avais remarqué qu'elle ne cuisinait que quand Robert n'était pas là. Des plats chauds, mais vides. Juste assez pour que je ne me plaigne pas. Jamais assez pour être rassasiée. J'avais emménagé chez eux 3 mois plus tôt, après une chute qui m'avait laissé avec une hanche cassée et une main qui tremblait sans cesse. J'avais besoin d'aide. Du moins, c'est ce que m'avait dit mon médecin. Robert m'a proposé, il a même insisté, que je vienne rester chez eux quelque temps. Sandra avait souri, accepté et dit qu'il trouverait une solution. J'aurais dû me douter, dès ce premier sourire trop large, trop blanc, que quelque chose clochait en elle. Mais j'ai dit oui, parce que je ne voulais plus être seule dans cette maison. Plus depuis la mort d'Henri. Ce premier soir, Sandra m'a donné la chambre d'amis. Elle était à peine assez grande pour le lit, une place et la commode que j'avais apportée de chez moi. Pas de rideaux, pas de tableau, pas de chaleur. Juste des murs et une légère odeur de produits ménagers. Elle a souri de nouveau en me faisant entrer. Ce n'est pas grand-chose, a-t-elle dit. Mais c'est mieux qu'une maison de retraite, non. Je voulais croire qu'elle était bien intentionnée. Même quand elle a oublié d'aller chercher mes médicaments. Même quand elle disait à ses amis que j'étais un peu à côté de la plaque, et que je ne me souvenais probablement pas de grand-chose. Même quand elle a commencé à fermer le réfrigérateur à clé la nuit. Mais ce dîner, c'était différent. Je suis restée assise là 1 minute de plus, à fixer le bol. J'ai repris la cuillère et j'ai remué lentement le ragoût, observant comment il collait au métal comme de la colle. J'ai jeté un coup d'œil à Max. Il se léchait les babines en remuant la queue, attendant la suite. Sandra était appuyée contre le comptoir, les yeux rivés sur son téléphone. « Mange, maman Margaret, dit-elle sans me regarder. C'est bio. » J'ai esquissé un sourire. Bien sûr. Et j'ai mangé. 1 bouchée. 2. Juste assez pour qu'elle ne s'en aperçoive pas. Le reste, je le jetterai plus tard, enfoui sous des mouchoirs en papier dans la poubelle. Je savais qu'il valait mieux ne pas la contredire sur son territoire, selon ses règles, sans plan. Après le dîner, je suis allée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assise sur le bord du lit.
Ma main tremblait à nouveau, mais pas à cause de l'âge cette fois. À cause de quelque chose de plus froid. De plus profond. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis l'enfance. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai écouté. J'ai écouté le cliquetis de son téléphone pendant qu'elle envoyait des SMS dans la cuisine. Le bruit sourd des pattes de Max sur le parquet. Le bourdonnement du réfrigérateur, toujours verrouillé. Et quand le silence est enfin revenu dans la maison, je suis sortie sur la pointe des pieds, en chaussettes, mon téléphone à la main. Dans la poubelle sous l'évier, j'ai trouvé ce que je cherchais. Un carton déchiré, étiqueté « Repas gourmand pour chien », commande en gros. En dessous, des boîtes de conserve vides, étiquettes décollées. Mais l'une d'elles portait encore son étiquette. Un code barre. Un nom inconnu. Je n'ai pas pris la boîte. J'ai pris une photo. Je suis retournée me coucher. Et je n'ai pas pleuré. Pas cette nuit-là. J'avais un plan. J'ai ri avec elle. Un petit rire discret. Vide, mais poli. Le genre de rire qu'on aimait quand on veut passer inaperçu. Sandra pencha la tête en arrière, visiblement satisfaite d'elle-même. La blague n'était pas drôle. Mais elle n'était pas censée l'être. C'était un test. Et comme tous les bons tests, il m'a appris tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce soir-là, tandis que je m'essuyais la bouche avec une serviette en papier et que je me levais lentement, elle fit un geste de la main sans lever les yeux de son téléphone. « Ne t'inquiète pas pour la vaisselle, maman Margaret. On s'en occupe. Va te reposer. » J'ai acquiescé. « Bien sûr, ma chérie. » J'ai descendu le couloir à petits pas, laissant mes pantoufles traîner sur le sol, juste assez pour qu'elle pense que j'étais fatiguée. Lentement. Sans conséquence. J'ai ouvert ma porte en grinçant et je l'ai refermée tout aussi bruyamment. Puis j'ai attendu. 5 minutes. 10. Une fois que son rire se fut dissipé dans le salon, je me suis éclipsée. Silencieuse comme la poussière, je suis entrée dans la cuisine et j'ai tiré la poubelle de sous l'évier. La surface était propre, des essuie-tout, un sachet de thé, une peau d'avocat. Mais j'ai doucement creusé en dessous, et là, elle était de nouveau là. La boîte en carton que j'avais vue la veille. Le logo était ridicule. Une police dorée sur un fond imitation bois. Repas gourmet pour chien, toute saveur. À l'intérieur, 4 boîtes vides. L'une d'elles avait encore son étiquette. Je n'avais pas besoin de la voler. Il me fallait juste le code barre. J'ai baissé mon téléphone et j'ai pris la photo. Flash désactivé. Son coupé. J'en ai pris une autre, cette fois avec le torchon monogrammé de Sandra dans le cadre. Histoire d'être sur point, je n'éprouvais pas de peur. Juste une chaleur sourde et constante sous mes côtes, comme un moteur qui chauffe. De retour dans ma chambre, j'ai branché mon téléphone et ouvert la galerie photo. La boîte portait clairement l'inscription « Ne convient pas à la consommation humaine ». La liste des ingrédients était imprononçable, sous-produits animaux, conservateurs chimiques, arômes artificiels. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la note en dessous. Destinée à l'usage canin uniquement. Ne convient pas aux personnes âgées ni aux établissements de soins. Ces mots m'ont glacé le sang. Je me suis assise, j'ai serré le téléphone à 2 mains et j'ai laissé le silence envahir à nouveau la pièce. L'humiliation ne m'était pas étrangère. La vie me l'avait infligée par petites doses, lentement mais sûrement. Mais jamais comme ça. Pas de la part de ma propre famille. Dès le premier jour, Sandra m'avait clairement fait comprendre que j'étais un fardeau. Elle ne l'avait jamais dit ouvertement, mais elle levait les yeux au ciel quand je lui demandais de l'aide pour mon pilulier. Ses soupirs étaient agaçants quand je m'attardais aux toilettes. Elle ne me faisait jamais de place sur le canapé. Elle ne m'appelait jamais maman, seulement maman Margaret, comme un personnage d'une pièce de théâtre dans laquelle elle détestait jouer. Je l'avais déjà vue. Chez les voisines. Chez les amis de l'église. Chez des femmes comme moi, veuves, vieillissantes, emménagées chez leurs enfants, pensant y trouver du réconfort, pour finalement se retrouver effacées. Une négligence polie, au mieux. Une cruauté manifeste, au pire. Mais elle s'était trompée. Elle me prenait pour une idiote. Je souris intérieurement dans le noir. Le lendemain matin, j'oubliais ma canne au salon. Sandra leva les yeux au ciel quand je lui demandai de me l'apporter. J'ai garé mes clés et rejeté la faute sur Max.
Je me répétais sans cesse dans les conversations anodines. Tu as dit jeudi ou mardi, ma chérie? Je penchai la tête. Je suis un peu dans le brouillard ces derniers temps. Sandra en fut ravie. Sa suffisance prospéra comme une moisissure. Ça empire, l'ai-je entendu murmurer à Robert un soir, alors qu'elle me croyait endormie. Elle appelle la télécommande le téléphone. Je ne sais pas si on va pouvoir tenir le coup. C'est vraiment trop. J'ai pris ça comme une permission d'oublier. De marmonner. De ralentir le rythme. Tout en restant vigilante, j'avais l'œil aux aguets. Et Louis encore plus. J'ai recommencé à tenir un journal. Pas dans un cahier, trop risqué. J'utilisais l'application Notes de mon téléphone, protégée par un mot de passe, sous un titre, modèle de tricot pour la kermesse de l'église. J'y notais tout. Mardi, 20h12, les restes du bol de Max sont finis dans le mien. Mercredi, 10h30, Sandra a dit à Robert que j'étais paranoïaque parce que j'avais demandé où était le pain. Jeudi, 18h47, j'ai trouvé un autre email de confirmation de commande ouvert sur sa tablette. psupplydeluxe.com, commande récurrente. J'ai pris une photo. Chaque entrée me donnait l'impression de récupérer une partie de moi-même. Pas de vengeance. Pas encore. Juste une preuve. Parce que les femmes comme moi, on ne nous croit pas quand on parle. On nous traite de séniles. De dramatiques. D'aigres points, mais les faits sont têtus. Un matin, Sandra m'a préparé le petit déjeuner. Du porridge qui avait un léger goût d'aluminium. Elle a souri en le posant sur ma table. « Comment vas-tu aujourd'hui, maman Margaret ?» a-t-elle demandé d'une voix douce comme du sirop. « Oh, c'est délicieux, ma chérie », ai-je répondu. Comme celui qu'on mangeait à l'armée. Elle a cligné des yeux. « Tu étais dans l'armée ?» J'ai souri encore plus. « Oh non. Je dois confondre avec autre chose. Ma mémoire, tu sais. » Elle a ri. « Ah oui. Ça arrive. » Puis elle s'est éloignée, sans remarquer que je n'avais pas touché à mon porridge. Cette semaine-là, j'ai commandé un téléphone de secours. Je l'ai payé avec mon propre compte bancaire, un compte dont elle ignorait l'existence. Je l'ai fait livrer à la pharmacie du coin sous le nom d'une vieille amie. Je l'ai récupéré pendant que Sandra se faisait faire un soin du visage. Il était temps de le dire à quelqu'un. Et je savais exactement à qui. Ce soir-là, j'ai attendu qu'elle aille se coucher. Puis j'ai ouvert mon téléphone caché et composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. 3 sonneries. Allô? Répondit une jeune voix masculine. Jacob, dis-je doucement. C'est grand-mère Margaret. Il marqua une pause. Grand-mère? Tout va bien. Non, mon chéri, murmurai-je. Pas vraiment. Un silence s'installa. Où es-tu? Avec oncle Robert et Sandra? Quelque chose ne va pas? Je pris une inspiration pour calmer ma voix. Elle me donne de la nourriture pour chien, Jacob. Et elle pense que je suis trop vieille et trop bête pour m'en rendre compte. Quand j'eus enfin raccroché avec Jacob, mon cœur battait encore la chamade, non pas de peur, mais d'inquiétude. Je n'avais pas entendu sa voix depuis près d'1 an. Depuis sa remise de diplôme. Il avait toujours été le plus discret lors des repas de famille. Poli. Mais perspicace. Du genre à observer avant de parler. Il était maintenant en 2e année de droit à l'Université de Belgique. Et mon dernier espoir. J'arrive ce week-end, avait-il dit avant de raccrocher. Ne dis à personne que j'ai appelé. Ne change rien à tes habitudes. Attends. Et c'est ce que j'ai fait. Mais je ne suis pas resté les bras croisés. Le soir même, j'ai récupéré la photo du code-barre dans la poubelle et je l'ai téléchargée sur mon ordinateur. J'ai beau être vieille, je ne suis pas impuissante. 40 ans à la tête d'une cuisine m'ont appris bien plus que des recettes. J'ai appris à me renseigner sur les fournisseurs, à vérifier les étiquettes, à décrypter les sous-entendus de ceux qui prennent les ménagères pour des imbéciles. J'ai saisi le code-barre sur un site de recherche et j'ai cliqué sur « Rechercher ». Le résultat est apparu instantanément. Repas gourmand pour chiens, poulet et pois, grand format, 24 boîtes. Et en dessous, ne convient pas à la consommation humaine. Usage vétérinaire uniquement. Contient des abats, de la farine d'os et des arômes artificiels. Je me suis adossée à ma chaise.
Un instant, tout s'est figé en moi. Le silence était pesant. Une légère odeur d'agrumes et de javel flottait dans l'air. Sandra avait fait le ménage plus tôt. Ou faire semblant. Je fixais l'écran, m'efforçant de ne pas sentir la brûlure dans mes yeux. Non par fierté, mais parce que si je laissais couler une larme, je savais que d'autres suivraient. J'avais cuisiné tous les jours de ma vie d'adulte. Mes mains portaient les marques des brûlures et des callosités, souvenirs de rôtis, de ragoûts et de gâteaux d'anniversaire préparés tard dans la nuit. J'avais nourri ma famille pendant les périodes de chômage, les tempêtes hivernales, les maladies. Je connaissais le poids d'un repas préparé avec amour. Et la cruauté d'un repas préparé pour humilier. Et ce n'était pas simplement de la négligence. C'était de la dégradation. J'ai enregistré le résultat de la recherche. Puis j'ai continué. J'ai cherché le fournisseur, paysuppliedeluxe.com. Un site public. Sandra avait un compte. Je le savais car j'avais vu l'onglet ouvert sur sa tablette. J'ai parcouru son historique de commandes récentes. Elle ne s'était pas déconnectée. C'était là. Commandes récurrentes. Repas gastronomiques pour chiens, poulets et petits pois. Abonnement mensuel en gros. Date de la commande, lundi dernier. Adresse de livraison, chez mon fils. La maison pour laquelle j'avais contribué à payer la compte il y a 20 ans. J'ai cliqué sur la facture et l'ai lue ligne par ligne. Elle dépensait plus d'argent pour me nourrir de croquettes que pour préparer un vrai ragoût. Ça m'a glacé le sang. Ce n'était pas de la frugalité. Ce n'était pas de l'ignorance. C'était intentionnel. Sandra ne voulait pas qu'on prenne soin de moi. Elle voulait m'humilier. J'ai refermé l'ordinateur portable doucement, comme si je pouvais étouffer le bruit de ce que je venais de découvrir. Mais c'était impossible. Le lendemain matin, j'ai agi comme d'habitude. Je l'ai laissé se préparer son thé froid et faire défiler Instagram dans la cuisine. Je l'ai laissé me tendre un bol de quelque chose de gris et dire « Bon appétit, maman Margaret ». J'ai souri. Ça sent bon. Et j'en ai pris une bouchée. Juste une pointe, elle n'a jamais remarqué que j'avais plié le reste dans une serviette et l'avais glissé dans mon sac. Je suis allée à la pharmacie du coin. Une amie, Linda, y travaillait. Elle était infirmière avant de prendre une semi-retraite. « Tu peux me rendre un service ?» lui ai-je demandé en déballant la serviette. « Dis-moi si c'est bien ce que je crois. » Elle a froncé les sourcils et s'est penchée vers moi. « Où as-tu trouvé ça ?» C'est Sandra qui l'a cuisiné. Son visage s'est transformé. « Margaret, ça sent la pâtée pour chien. » Il me faut plus que ça. J'ai besoin d'une confirmation. Elle a hoché la tête lentement. Je vais passer quelques coups de fil. Le soir même, elle m'a recontacté. C'est exactement ce que tu penses, a-t-elle dit. C'est un aliment pour chiens riche en protéines. Courant chez ceux qui nourrissent leurs chiens comme des rois. Mais c'est dangereux pour la santé. Surtout pour quelqu'un de ton âge. Trop de sodium. Trop de conservateurs. Margaret, ce n'est pas seulement mal. C'est illégal. J'ai acquiescé. Bien. Linda a cligné des yeux. Bien. Parce que je n'ai pas fini. Pas encore. Ce soir-là, j'ai rappelé Jacob. Je lui ai raconté ce que j'avais découvert. Ce que Linda avait dit. Il est resté silencieux un long moment à l'autre bout du fil. « Mamie, a-t-il fini par dire, on peut porter l'affaire devant les tribunaux. » « Je ne veux pas aller au tribunal, ai-je répondu. « Pas encore. Je veux qu'ils sachent ce qu'ils ont fait. Je veux qu'ils le ressentent. » Il a compris. Peut-être mieux que moi. Alors il nous faut des preuves. Des photos. Des enregistrements. Et il nous faut un moment où tout le monde nous regarde. Je ferai en sorte qu'ils soient tous là, ai-je dit. Il rit doucement. Bien sûr que oui. Vendredi arriva vite. Sandra était de bonne humeur. Les parents de Robert viennent dîner ce week-end, dit-elle. Tu resteras dans ta chambre, d'accord? Ce sera plus simple. Je souris. Évidemment. Je passai la journée à tout rassembler. Capture d'écran. Impression. La photo du code-barre. Le mot de Linda. Je glissai le tout dans une simple chemise cartonnée et la fermai avec un trombone. Je l'intitulai
Photo, voyage en famille 1996, pour que personne ne l'ouvre avant. Samedi arriva, et avec lui, toute la famille. La sœur de Robert. Son mari. Les cousins. Tout le monde. Sandra adorait recevoir. Elle portait un chemisier en soie et vaporisait du désodorisant comme du parfum. Elle avait préparé du poulet au citron, sa seule vraie recette. Tout le monde s'extasiait. Et quand le dîner commença, je m'assis au bout de la table, comme toujours. Assise sur la chaise dépareillée. Avec une serviette en papier, pas en lin. Je regardais l'assiette qu'elle me tendit. Des pâtes nature. Sans sauce. Et je souris. À mi-chemin du repas, je tapotai ma cuillère contre mon verre. Excusez-moi, dis-je d'une voix douce mais claire. Tout le monde se retourna. Sandra se figea. J'ai apporté un petit album photo, dis-je. Je l'ai retrouvé en rangeant mes affaires. Ça vous dérangerait si je le partage? Robert haussa les épaules. Bien sûr, maman. J'ouvris le classeur. Je déposai les photos une à une sur la table. Le code barre. La facture du fournisseur. La liste des ingrédients. L'historique des commandes de Sandra. Le mot signé de Linda. Et enfin, l'étiquette, ne pas consommer. Le silence était assourdissant. Sandra resta bouche bée. Robert devint livide. Je me rassis. Calme. Repu. J'ai mangé pire dans ma vie, ai-je dit. Mais jamais avec aussi peu d'amour. Après que le silence se soit abattu comme un rideau sur la table de la salle à manger, après que toutes les photos aient été étalées au grand jour comme du linge sale sur la porcelaine fine, je n'ai plus dit un mot. J'ai simplement ramassé mon dossier, me suis levé lentement et suis retourné dans ma chambre. Je n'ai pas claqué la porte. Inutile. La vérité se suffit à elle-même. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, les yeux grands ouverts, je fixais le ventilateur de plafond qui tournait au-dessus de moi, lent et régulier comme mes pensées. J'entendais des chuchotements dans le couloir. La voix de Robert, frénétique et basse. Celle de Sandra, plus tranchante, sur la défensive. Des portes s'ouvraient et se fermaient. Des pas résonnaient sur les étages qui étaient autrefois les miens. Ils n'ont pas frappé. Je ne m'y attendais pas. À 3h47, j'ai pris mon téléphone caché, celui dont Sandra ignorait l'existence, et j'ai parcouru mes contacts. Nathan Lowe était enregistré parmi les premiers. Pas Jacob, cette fois. Pas le plus discret. Nathan était l'aîné de mes petits-enfants. Étudiant en 3e année de droit à l'Université de Belgique. Brillant. Têtu. Et farouchement protecteur envers sa famille. Surtout envers moi. Il venait passer tous ses étés quand il était petit, et il m'appelait toujours « ma meilleure grand-mère », même s'il en avait 3. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Il a répondu à la 2e sonnerie, la voix pâteuse. « Grand-mère. »« Nathan, » ai-je dit doucement. « J'ai besoin de ton aide. » Il s'est redressé d'un coup. Je l'ai senti à sa respiration. Que s'est-il passé? Alors je lui ai raconté. Je lui ai parlé du bol. Du code barre. Des croquettes pour chiens. Du sourire narquois de Sandra pendant que j'avalais ma honte déguisée en repas. Je lui ai dit comment Robert avait détourné le regard. Comment la maison que j'avais aidé à payer était devenue une prison silencieuse. Je lui ai tout raconté. Nathan ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai eu fini, il a expiré lentement. « Je m'en occupe, grand-mère, dit-il. Laisse-moi faire. » Je souris. « Je te fais confiance, Nathan. Mais je veux que ce soit fait à ma façon. » Il marqua une pause. « À ta façon. Publique. Légale. Et inoubliable. » Il rit doucement. Comme une vraie matriarche. « J'habite peut-être en Belgique, dis-je, mais je n'oublie pas d'où je viens. » Le lendemain matin, Nathan m'envoya une liste. Copie des relevés bancaires montrant les dépenses communes. Photo de toutes les étiquettes et factures alimentaires pertinentes. Une attestation signée d'un professionnel de santé confirmant les dommages alimentaires. Une lettre de Linda en tant que témoin. Preuve vidéo ou audio si possible. Prépare les fondations, écrivit-il. Je m'occuperai du reste. Alors je me mis à rassembler les documents.
Sandra ignorait que j'avais accès à l'imprimante familiale. Elle ignorait que j'avais enseigné le commerce au lycée avant de me marier. Elle me trouvait lente d'esprit. Distraite. Elle ne se rendait pas compte que je classais des papiers depuis bien plus longtemps qu'elle n'était née. J'ai imprimé toutes les factures. J'ai découpé tous les reçus. J'avais les relevés de mes chèques de sécurité sociale. Les relevés des factures que Robert me demandait de payer. Juste un petit moment, maman. J'avais des captures d'écran du compte de Sandra pour la nourriture de son animal, faites avant qu'elle ne comprenne enfin comment se déconnecter de ses appareils. Et j'avais le dossier. Mercredi, j'ai tout posté dans une seule enveloppe lourde, bien fermée, adressée à l'appartement de Nathan. Ce soir-là, j'ai cuisiné pour moi pour la première fois depuis des semaines. Je me suis éclipsée pendant la sieste de Sandra et j'ai acheté un petit poulet rôti à l'épicerie du coin. J'ai fait cuire du riz, émincer des oignons verts, préparer un filet de sauce soja comme avant. J'ai même mis la table pour une personne. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée. Pas seulement le goût. La dignité. Le lendemain, Nathan appela. J'ai tout préparé, dit-il. J'ai déjà parlé à un de mes professeurs. Il est spécialisé dans la maltraitance des personnes âgées et la protection du patrimoine. Il va nous conseiller. Parfait, dis-je. Parce que je suis prête. La voix de Nathan se fit plus calme, plus froide, non pas en colère, mais concentrée. Voilà ce qu'on va faire, dit-il. On va organiser une réunion de famille. Tu seras là. Je serai là. Et eux aussi. On va tout mettre à plat. Comme au tribunal. Qu'ils voient ce que ça fait quand la vérité éclate au grand jour. Je ris doucement. Tu parles comme ton grand-père. Je parle comme ton élève, dit-il. Tu m'as mieux formé que quiconque. Nous avons fixé une date. Samedi. Robert et Sandra pensaient que ce serait un simple dîner de famille. Une réconciliation après mon « petit coup de sang » de la semaine précédente. Ils ont même essayé de me flatter. Sandra a frappé à ma porte vendredi après-midi avec un plateau de biscuits achetés en magasin, beaucoup trop sucrés, et un sourire forcé à l'avenant. Je sais que ça a mal commencé, a-t-elle dit. C'est juste stressant pour nous tous. J'ai regardé les biscuits. Puis elle. Et pour une fois, j'ai laissé le silence répondre. Samedi est arrivé. Nathan est arrivé, vêtu d'une chemise bien repassée et d'une cravate, une des vieilles cravates d'Henri que je lui avais offerte il y a des années. Il m'a embrassé la joue et a murmuré « Prête ?» J'ai hoché la tête. Allons nourrir les loups. La famille s'est de nouveau réunie autour de la table. Sandra a servi du vin. Robert avait l'air raide. Chacun essayait de faire comme si de rien n'était. Puis Nathan s'est levé. Il a fouillé dans sa sacoche et en a sorti le dossier. Pas le mien. Le sien. Et il a commencé à lire. D'abord, les preuves. Des factures. Des photos. Preuve que des croquettes pour chiens non comestibles avaient été données à un humain. Puis, les témoignages. La lettre de Linda. Un rapport médical préliminaire. Et des relevés bancaires prouvant que j'avais subvenu aux besoins de leur foyer pendant des mois sans qu'ils ne le reconnaissent. Le visage de Sandra pâlit. Robert se frotta les tempes. Et la voix de Nathan, calme et ferme, porta le coup de grâce. C'est un cas d'école de négligence envers une personne âgée, d'humiliation et de tromperie délibérée. Si l'affaire va en justice, nous avons suffisamment de preuves pour une action civile. Et selon le procureur, potentiellement des poursuites pénales. Sandra se leva brusquement. Vous nous menacez. Nathan ne broncha pas. Non, dit-il. Je vous informe. Grand-mère n'est plus seule. Et moi non plus. Après cette réunion du samedi, les choses n'ont pas dégénéré comme dans un drame judiciaire à la télévision. Personne n'a renversé la table. Sandra n'a pas pleuré. Robert ne s'est pas excusé. Ils restèrent assis là, la mâchoire serrée, vulnérables, mais défiants. Le silence qui suivit n'était pourtant pas une victoire pour eux. C'était un avertissement. Et Nathan n'en avait pas fini. Maintenant, on s'occupe du reste, me dit-il sur le perron le lendemain matin. Il était assis à côté de moi, son ordinateur portable ouvert, la lueur de l'écran éclairant son jeune visage déterminé. Ils ont sous-estimé la mauvaise personne.
Je pris une gorgée de café. Alors donnons-leur une raison de le regretter. Il sourit. Nathan commença par les finances. Il demanda une copie de l'historique de la carte de crédit commune de Sandra et Robert. Ils utilisent une carte pour les dépenses du ménage, expliqua-t-il. On verra à quelle fréquence ces croquettes pour chiens apparaissent. Je haussai un sourcil. Comment sais-tu qu'ils n'utilisent pas d'espèces? Il rit doucement. Sandra est trop paresseuse pour compter les espèces. Elle veut des points. Du cashback. Et effectivement, en moins de 48 heures, il avait les documents points achats multiples sur paysupplydeluxe.com. Toutes les 4 semaines. Pour un total de plusieurs centaines de dollars. Il y avait aussi d'autres choses, des journées au spa, des abonnements à des box de vêtements, des livraisons de vin bio, le tout classé dans la catégorie « ménage ». Parallèlement, les seuls tickets de caisse des supermarchés indiquaient des produits de base bon marché, du pain, du riz, quelques légumes, quasiment rien contenant des protéines, et rien de frais. Nathan a tout organisé dans un tableur. Chaque ligne a été étiquetée et catégorisée. Il l'a appelé « registre des négligences ». Puis vint l'étape suivante, les entretiens. Nathan a de nouveau parlé à Linda. Elle a accepté de fournir une déclaration sous serment, signée et notariée, attestant que la nourriture qui m'avait été servie était effectivement impropre à la consommation humaine. Elle a ajouté une note basée sur son expérience d'infirmière. Donner sciemment des aliments d'origine animale non nutritifs à une personne âgée peut entraîner des complications gastro-intestinales, de la malnutrition et une détresse psychologique. Nous avons fait imprimer le document, l'avons signé et l'avons classé. Il a également récupéré les images de la caméra de sécurité de la pharmacie du coin, prise le jour où j'avais acheté le poulet rôti. La photo me montrait, mince, les cheveux gris, légèrement voûtés, tenant un petit sac et souriant doucement à la caissière. La preuve que j'étais mentalement capable d'acheter, de choisir et de préparer ma propre nourriture. Elle n'est pas sénile, écrivit Nathan dans le résumé du dossier. Elle est sous influence. Ensuite, il créa une chronologie. En haut de la page, 3 mois de silence. 1 mois de preuve. 1 jour pour la justice. Il avait tout noté. La date de mon emménagement. La première apparition de la commande de croquettes pour chiens. Les dates des virements bancaires que j'avais effectués pour aider Robert à payer ses factures. Les dates où j'étais censé oublier des choses, mais que j'avais en réalité notées dans mes notes secrètes. Nathan avait même surligné les publications de Sandra sur les réseaux sociaux. « Regarde », dit-il en montrant la légende d'une photo d'elle sirotant un smoothie vert en peignoir. « Je m'occupe de tout le monde sauf de moi. » Épuisement de l'aidante. #femme qui fait tout. Elle se victimise, dit-il, tout en te donnant les restes de la gamelle de Max. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Sa fureur contenue était plus forte que n'importe quel cri. Pendant ce temps, je restais silencieux. Quelques jours plus tard, Sandra tenta d'engager la conversation. « Oh, Nathan reste longtemps ?» demanda-t-elle au petit déjeuner, sa voix enrobée de cette fausse douceur familière. Je la regardai franchement. Juste le temps de faire le ménage. Elle cligna des yeux. « Ah. Eh bien, préviens-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai besoin que tu te souviennes à qui appartient cette maison. » Elle ne m'adressa plus la parole ce jour-là. Nathan demanda un service à un mentor de la faculté de droit qui avait été clair auprès d'un juge local. Il voulait savoir jusqu'où nous pouvions aller dans cette affaire, si cela relevait de la maltraitance pénale ou si cela restait du domaine civil. « Juridiquement, dit le mentor, vous avez suffisamment d'éléments pour exploiter une personne âgée. Surtout s'il y a de l'argent en jeu. Et c'est clairement le cas. Ne sous-estimez pas le poids de l'humiliation. Les jurés s'en souviennent. » À la fin de la semaine, Nathan avait constitué un classeur. Épais, il portait clairement l'inscription « Margaret Harris contre Sandra et Robert Harris, dossier de documentation ». Il en imprima 3 exemplaires. Un pour moi. Un pour un conseiller juridique. Et un qu'il gardait toujours sur lui. « Je ne dépose encore rien, dit-il. C'est vous qui décidez. Mais ils doivent savoir que nous pouvons le faire. À tout moment. » J'acquiesçai. Et ensuite? Nathan répondit,
Ensuite, nous organisons un dîner de famille. Je haussai les sourcils. Encore un. Il sourit. Cette fois, c'est vous qui choisissez le menu. C'était l'anniversaire de Robert. Sandra l'avait préparé comme une campagne électorale. Une mise en scène soignée. Des banderoles argentées et bleu marine. Un gâteau si lisse qu'il semblait en plastique. Chaque chaise parfaitement disposée pointait la liste des invités était restreinte mais importante. Frères et sœurs. Cousins. Amis de la famille. Quelques collègues du bureau de Robert. Assez de monde pour assister à une fête. Ou à toute autre chose. On ne m'a pas demandé d'aider. De toute façon, je ne l'aurais pas fait. J'étais assise dans un coin, près des portes-fenêtres. Un peu à l'écart, mais pas vraiment intégrée au groupe. L'endroit idéal pour ma mère. Assez visible pour les photos. Assez calme pour qu'on puisse l'ignorer. Sandra, vêtue d'un chemisier crème, flottait dans la pièce en riant trop fort. Elle embrassait Robert sur la joue toutes les 20 minutes, comme si elle rafraîchissait une publicité. Et Robert, il semblait distrait, comme si quelque chose en lui commençait à se détraquer sans qu'il puisse mettre le doigt dessus. Puis Nathan arriva. Il ne portait pas de costume. Il n'avait pas de mallette. Juste une fine pochette en cuir sous le bras et un petit projecteur noir à la main. « Joyeux anniversaire, oncle Robert », dit-il en l'enlaçant rapidement. Sandra entra, rayonnante et souriante. « Nathan, je suis ravie que tu aies pu venir. Tu restes longtemps ?» Nathan sourit. Juste le temps de mettre les choses au clair. Elle cligna des yeux. Mettre quoi au clair? Il ne répondit pas. 30 minutes plus tard, une fois le gâteau coupé et alors que chacun tenait encore sa fourchette, Nathan se leva. Il se dirigea vers le centre de la pièce, se tourna vers le groupe et s'éclaircit la gorge. « J'aimerais vous demander 5 minutes, dit-il d'une voix calme et posée. Juste un petit moment en famille. Quelque chose d'important. Quelque chose qui se fait attendre. » Sandra se raidit près du chariot à boissons. Robert leva les yeux. « Nathan. » Nathan leva doucement la main. « Juste quelques minutes, oncle. Promis. » Robert acquiesça. « D'accord. » Nathan se retourna, brancha le projecteur à la prise murale et le laissa se mettre en marche. La lumière baissa légèrement, juste assez pour que l'écran brille sur le mur pâle. Et puis il le dit. « Laissez-moi vous montrer quelque chose. » La première diapositive s'afficha. paysupplydeluxe.com, confirmation de commande. Des exclamations de surprise, bien qu'étouffées, se firent entendre. Repas gastronomique pour chiens, commande groupée. Abonnement récurrent. L'atmosphère se figea. Quelques rires s'éteignirent. On entendit le cliquetis des fourchettes contre les assiettes. La liste des ingrédients apparut en rouge gras, ne convient pas à la consommation humaine. Puis une photo, moi, assise à table, devant le même bol. À côté de celui de Max. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. « J'ai travaillé avec ma grand-mère le mois dernier », annonça Nathan en se tournant vers les invités. « À rassembler des preuves, des documents, des témoignages, des avis médicaux, des relevés bancaires, tout converge vers une seule vérité. Pendant des semaines, des mois même, Sandra Harris a sciemment servi de la nourriture pour animaux à ma grand-mère. » Il prononça son nom lentement. Avec précaution. Comme un verdict. Sandra se leva, le visage rouge écarlate. C'est dégoûtant. C'est une fête d'anniversaire. Nathan ne sia pas. C'était pareil le jour où elle a pris la première photo de ce code-barre dans la poubelle. La première fois qu'elle a senti une odeur bizarre dans son ragoût. La première fois qu'elle a remarqué que les plats de Max avaient l'air plus appétissants que les siens. Des murmures commencèrent à s'élever. La sœur de ma belle-fille se couvrit la bouche. Un cousin chuchota à Robert, dont le visage était devenu blême. Nathan poursuivit, imperturbable. « Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Ce n'est pas si grave. C'était peut-être une erreur. Mais non. Voici le relevé de carte bancaire. Des achats mensuels chez le même fournisseur. Plus de 2000 $ de croquettes pour chiens commandés et servis sous couvert de repas bio. Pendant ce temps, les seules courses achetées suffisaient pour 2 adultes. Clic.
Photo de leur réfrigérateur. Vide. Sans vie. Point. Le réfrigérateur était fermé à clé certains soirs, dit Nathan à voix basse. Avec un code. Seule Sandra le connaissait. Clic. Une lettre signée de Linda, fièrement affichée. Consommation confirmée d'aliments impropres à la consommation humaine. Risque physique avéré pour une patiente de 78 ans. Sandra s'avança. Tu déformes tout. Elle mange la même chose que nous. Elle est constamment désorientée. Nathan leva la main, puis se tourna vers moi. Mamie, as-tu déjà reçu un diagnostic de perte de mémoire ou de démence? Je me levai lentement et croisai son regard. Non, mon chéri. Tu gères tes finances toi-même. Oui. Te souviens-tu de ce que tu as mangé il y a 2 soirs? Je souris faiblement. Des galettes de poulet surgelées. Du maïs au micro-ondes. Une bouchée de ce qu'il y avait dans mon bol. Et j'ai tiré la chasse. Comme la veille. Et l'avant-veille aussi. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Sandra serra les poings. Tu l'as fait passer pour une victime. Elle est vieille. Elle oublie. Nathan jeta un coup d'œil autour de la pièce. Elle n'a pas oublié. Elle se souvenait de tout. Elle a fait semblant d'oublier pour survivre assez longtemps et rassembler des preuves. Parce que c'est ce que font les femmes fortes quand elles sont dos au mur. Elles attendent. Et puis elles parlent. Dernière diapositive. Un acte de propriété scanné. Non, Margaret Harris, propriétaire. Actuel et unique propriétaire de la maison où il se trouvait. Je m'avançai. J'allais attendre le mois prochain, dis-je doucement. Mais maintenant, ça me semble le bon moment. Je sortis les clés de ma poche et les posai sur la table basse. Je déménage. Cette maison est mise en vente la semaine prochaine. Sandra eut un hoquet de surprise. Robert ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Tu nous mets à la porte? Murmura-t-il finalement. Point. Je te laisse partir, corrigeai-je. Parce que je mérite la paix. Pas la pitié. Pas le poison. Nathan éteignit le projecteur. La lumière s'éteignit. Point. La vérité, elle, ne s'éteignit pas. Personne n'applaudit. Personne ne pleura. Ils restèrent assis, impuissants, au milieu du chaos qu'ils avaient créé. Je me levai. Mes genoux n'étaient plus aussi agiles qu'avant, mais ils me portèrent sous le poids de 78 ans et d'une vérité enfin prononcée à voix haute. Dans ma main. Une clé, celle que je gardais dans la poche de mon tablier depuis le jour où Sandra avait commencé à verrouiller le réfrigérateur la nuit. Elle était restée chaude contre ma hanche, comme une promesse. Et maintenant, il était temps de la tenir. Je fis 2 pas en avant, mes talons claquant doucement sur le carrelage. Le gâteau d'anniversaire de Robert était intact, son glaçage brillant, ses bougies éteintes. Les yeux de Sandra me suivaient, perçants et étroits comme ceux d'un chat acculé. Robert se tenait derrière elle, pâle, muet de stupeur. Je posai la clé sur la table basse. Délibérément. Clairement. Puis je balayai la pièce du regard. Les visages de ma famille, ceux qui m'avaient autrefois serré dans leurs bras par obligation. Qui avaient oublié que je les avais portés bébés, que j'avais cuisiné pour eux, que j'avais prié pour eux. Et j'ai enfin prononcé les mots que je retenais depuis bien trop longtemps. Je pars. Et j'emporte la maison avec moi. Le souffle coupé est venu d'abord de la sœur de Sandra. Puis Nathan s'est approché de moi, tenant le dossier de papier comme un drapeau silencieux, symbole d'une victoire déjà acquise. Sandra a secoué la tête. Toi? Tu ne peux pas faire ça. C'est la maison de Robert. Notre maison. Je me suis tournée vers elle. Calme. Douce. Bouleversante. Elle n'a jamais été à toi, ma chérie. Elle était à moi le jour où Henri et moi avons signé l'acte de propriété. Et après sa mort, elle est restée à moi. Je n'ai simplement jamais ressenti le besoin de le rappeler à qui que ce soit. Jusqu'à maintenant. Robert a finalement pris la parole, d'une voix à peine audible. Maman, où vas-tu aller? Je l'ai regardé. Mon fils. Mon enfant unique. Je lui avais changé les couches, bercé pendant sa varicelle, préparé son déjeuner tous les jours jusqu'à son entrée à l'université. Et pourtant, il était resté silencieux pendant que sa femme humiliait sa mère sur un plateau. J'irai quelque part où ça ne sent pas la javel et les secrets, dis-je doucement. J'irai là où la porte n'est pas verrouillée quand j'ai besoin d'un verre d'eau.
Là où je pourrais manger de la vraie nourriture. Là où le silence n'est pas une arme. Nathan me fit un signe de tête. Je lui ai déjà trouvé un logement, oncle. Un 2 pièces. Dans une résidence sécurisée. Avec une cuisine qu'elle adorera. Sandra laissa échapper un rire sec. Tu fais vraiment ça? Tu vas nous abandonner après tout ce qu'on a fait pour toi? Je haussai un sourcil. Tout ce que tu m'as fait, tu veux dire? Elle se figea. Puis elle explosa point. Tu te prends pour un héros? Tu crois que les gens vont s'intéresser à toi? Tu n'es qu'une vieille femme. Nathan fit un pas en avant point. C'est une vieille dame, la propriétaire de cette maison. Celle qui payait vos factures. Celle qui nourrissait votre mari et élevait votre fils. Et qui possède tous les documents légaux, toutes les photos, tous les témoignages nécessaires pour que vous ne l'oubliez jamais. Sandra resta bouche bée. Puis la bouche se referma et elle n'y avait plus rien à dire. Je me retournai vers Robert. J'aurais aimé que tu prennes la parole, dis-je d'une voix plus basse. Ne serait-ce qu'une fois. Ses yeux s'embuèrent de larmes. Je ne savais pas comment faire. Tu en savais assez pour avoir honte, dis-je. C'était suffisant pour agir. Tu as choisi de ne rien faire. Les invités commencèrent à se lever, certains s'excusant maladroitement, d'autres offrant des étreintes chaleureuses et des excuses murmurées. Mais je ne m'attardai pas. J'avais fait une petite valise. Juste l'essentiel. J'avais laissé tout le reste, photos, meubles, souvenirs. Je les laissais prendre la poussière dans les pièces où résonnaient autrefois les rires. Nathan me raccompagna à sa voiture. Alors que nous atteignions la porte, j'entendis la voix de Sandra derrière nous non plus crier, mais avec désespoir. « S'il te plaît, dit-elle. Tu ne peux pas vraiment nous mettre à la porte. Robert n'a nulle part où aller. On a des factures à payer. Le marché est catastrophique. » Je ne me retournai pas. « Je ne vous ai pas mis à la porte, dis-je. Vous êtes parti de votre propre chef dès que vous avez oublié qui avait construit le plancher sous vos pieds. » Nathan ouvrit la portière. Je m'installai sur le siège passager. Avant qu'il ne démarre, je levai les yeux vers la maison une dernière fois. Les rideaux étaient tirés. Les lumières du porche vacillaient légèrement. Une maison qui avait jadis été un foyer de joie. Désormais, il ne restait que des murs. J'expirai. Je n'ai pas besoin de vengeance, murmurai-je. Nathan sourit en passant la première. Tu l'as déjà. Le trajet jusqu'à chez Emma se fit en silence. Nathan laissa la radio diffuser doucement. De la musique classique. Rien avec des paroles. Je regardais les champs défiler par la fenêtre, des rangées vertes à perte de vue se fondant dans les teintes dorées du soleil couchant. La Belgique estivale conservait encore ce charme provincial, malgré les changements survenus chez ses habitants. Mon sac était à mes pieds. Peu rempli. À 78 ans, j'avais appris à voyager léger. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on porte sur le dos, mais ce que l'on porte dans le cœur. Nous nous sommes garés devant une petite maison blanche aux volets bleus et à la balancelle sur la véranda. La pelouse était envahie par une végétation luxuriante, signe que quelqu'un y vivait, animé de rêves et non de contraintes de temps. Un carillon tintait dans la brise du soir. Emma attendait à la porte. Dès qu'elle m'a aperçue, elle a dévalé les marches pieds nus, les bras ouverts, les larmes aux yeux. « Oh, mamie !» Elle m'a serré si fort dans ses bras que j'en ai presque perdu le souffle. Mais c'était le genre de souffle qu'on n'hésite pas à halter. Elle recula, s'essuya les joues et me fit entrer. La maison embaumait la vanille et le basilic. Elle avait fait des gâteaux. Des photos de sa remise de diplôme, de son chamitens et une photo encadrée de nous deux, prise des années auparavant, étaient soigneusement alignée sur une étagère près de la fenêtre. Pas de plan de travail en marbre. Pas de décoration design. Mais on s'y sentait bien. Emma prépara du thé. Je m'assis à sa table de cuisine, le bois rayé par des années d'utilisation. Elle posa une tasse devant moi. Menthe poivrée. Ma préférée. Puis elle s'assit en face de moi, joignit les mains et me regarda avec cette culpabilité que seules les bonnes personnes ressentent. « Mamie », commença-t-elle d'une voix tremblante. Je ne savais pas que c'était si grave. Je lui souris doucement. Sandra s'en est assurée. Emma se mordit la lèvre. Je savais qu'elle n'allait pas bien.
Mais je pensais que tu allais bien. Tu as toujours été forte. Tu as toujours souri. Je tendis la main et posai la mienne sur la sienne. Sourire ne veut pas dire que tu n'as pas mal. Ça veut juste dire que tu sais que la douleur n'est pas terminée. Elle éclata en sanglots. Je suis désolée, dit-elle d'une voix étranglée. Tu méritais mieux. Tu as sacrifié toute ta vie. J'étais trop faible. Je n'ai pas pu te protéger complètement. Je lui serrai la main. Emma. Elle essuya ses yeux avec la manche de son pull. Je t'entends maintenant, grand-mère, dit-elle doucement. J'entends tout très clairement. Nous restâmes assises en silence un moment. Nous respirions ensemble. Ce n'était pas le genre de silence qui blesse. C'était le genre de silence qui apaise. Plus tard dans la soirée, elle me montra ma chambre. Les draps étaient frais et bien bordés. Une petite étagère contenait des magazines de jardinage. Près de la fenêtre, il y avait un panier de laine et d'aiguilles à tricoter. Rien d'extraordinaire. Mais tout était disposé avec soin. Pas cher. Juste fait avec amour. Tu as vraiment fait tout ça pour moi? J'ai demandé. Elle a hoché la tête. J'ai commencé à préparer tout ça dès que j'ai su ce qui se passait. Tu es en sécurité ici maintenant. Je te le promets. Et je l'ai cru. Ce soir-là, je me suis tenue près de la fenêtre et j'ai regardé la rue tranquille. Aucun pas ne résonnait devant ma porte. Le réfrigérateur n'était pas verrouillé. Aucune voix chuchotée ne complotait derrière les cloisons. Juste le bruissement du vent dans les arbres et le doux tintement des carillons. J'ai pris mon journal, mon vrai, cette fois, pas le fichier numérique caché sur mon téléphone, et j'ai commencé à écrire. 16 juin. J'ai quitté la maison que j'avais construite avec Henri. J'ai quitté la honte qu'ils essayaient de m'inculquer. Je suis partie. Mais je n'ai pas perdu. Ils ont perdu le droit de prononcer mon nom sans sourciller. Plus tard, Emma a jeté un coup d'œil avant d'aller se coucher. Tu as besoin de quelque chose, grand-mère. J'ai secoué la tête. Juste ça. Elle s'est approchée, s'est agenouillée près de ma chaise et a posé doucement sa tête sur mes genoux, comme elle le faisait à 5 ans, quand elle ne pouvait pas s'endormir sans que je fredonne. Tu ne perds pas la tête, a-t-elle murmuré. J'ai souri et caressé ses cheveux. Non, ma chérie. Je ne l'ai jamais perdue. J'attendais juste le bon moment pour tout leur raconter. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de Robert. Sans adresse de retour. Écrite à la main. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne suis pas sûre de le mériter. J'ai laissé Sandra prendre trop de contrôle. J'ai laissé la peur me réduire au silence. Tu m'as mieux élevée. Je le sais maintenant. Nathan m'a montré les preuves. Tout ce que tu as noté. Tout ce que tu as vécu. J'ai honte. Mais je suis aussi fière. Fière de toi. Et je suis désolée. J'ai plié la lettre et l'ai glissée à la fin de mon journal. Je ne lui ai jamais répondu. Parfois, le silence est la meilleure réponse aux excuses. Quant à Sandra, Nathan m'a dit qu'elle avait déménagé 2 semaines après mon départ. Discrètement. Sans grand message en ligne. Sans citation inspirante. Juste une absence soudaine dans leur vie. Elle a demandé une séparation temporaire. Elle a fait ses valises. Elle a laissé Robert seul, dans le silence qu'il avait contribué à instaurer. Et parfois, le silence est la justice la plus éloquente. Ces derniers temps, je passe mes matinées à aller au marché avec Emma. Je l'aide à s'occuper de son petit jardin, même si mes genoux me font parfois souffrir. Je cuisine à nouveau. De la vraie nourriture. Des plats qui ont du cœur. Des plats avec des oignons qui piquent, de l'ail qui colle aux doigts et des saveurs qui persistent comme un souvenir. Nous rions souvent. Non pas parce que la vie est parfaite, mais parce que j'ai enfin le sentiment d'être à ma place, dans une maison qui se souvient de moi, avec des gens qui m'écoutent, et avec une vérité qui n'a plus besoin d'être cachée. Alors, si vous êtes arrivés jusqu'au bout de mon histoire, merci.